Le système mondial est toujours debout. Il est déjà mort. En 2026, le monde continue de fonctionner comme si les règles existaient encore. Les sommets se tiennent, les alliances se saluent, les institutions publient leurs communiqués. Mais derrière cette façade, le mécanisme réel a changé. Le retour de Donald Trump à la présidence américaine n'a pas déclenché la rupture. Il l'a rendue visible, brutale, impossible à ignorer. Voici le paradoxe central. Les États parlent d'ordre, mais gouvernent par le chantage. Ils invoquent la stabilité tout en utilisant les tarifs, l'énergie et la force comme des leviers immédiats. Et ce basculement n'est pas théorique. Ils décident de ce que vous payez, de ce que vous consommez et de la vitesse à laquelle une crise peut frapper sans avertissement. Mais voici ce que presque personne ne dit à voix haute. Quand les règles cessent de contraindre les plus puissants, elles cessent d'exister pour tout le monde. Et ce vide commence déjà à remodeler l'économie, la sécurité et la guerre. La question n'est plus si le système va changer, c'est jusqu'où il peut tomber avant que tout s'emballe. En surface, l'événement paraît simple. Une nouvelle administration américaine arrive au pouvoir et réévalue ses priorités. Mais en 2026, ce qui se joue dépasse largement un changement de ton politique. Il s'agit d'un basculement de logique. Les relations internationales ne sont plus structurées autour de règles partagées, mais autour de transactions immédiates, renégociables, souvent asymétriques. Washington ne regarde plus ses alliances comme des engagements durables, mais comme des contrats à court terme. Le commerce, la sécurité, l'énergie deviennent des variables d'échange. Si l'équilibre ne semble pas favorable, la pression s'exerce. Tarifs, menaces, retrait conditionnel. Ce schéma ne s'applique pas à un seul partenaire, ni à une seule région. Il se répète avec des ajustements locaux à travers l'Europe, l'Asie et les Amériques. Mais voici la question qui change la lecture entière de la situation. Que se passe-t-il quand la puissance centrale du système cesse de garantir la prévisibilité et commence à monétiser l'incertitude? Ce n'est plus un incident isolé. C'est un modèle qui se met en place. Et ce modèle commence déjà à produire des réactions en chaîne que peu de gens relient encore entre elles. Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. En 2026, les États-Unis ne se contentent plus d'influencer l'ordre mondial. Ils le redessinent activement par la contrainte directe. Ce n'est pas une interprétation abstraite, c'est une pratique observable. L'administration américaine utilise ouvertement les tarifs, les contrôles économiques et la pression militaire comme instruments principaux de politique étrangère. Le texte le dit clairement, nous sommes entrés dans une phase de leverage-based statecraft, où la continuité institutionnelle cède la place au rapport de force immédiat. Un exemple précis cristallise ce basculement. L'opération américaine au Venezuela ne vise pas une transition démocratique classique, mais une forced transition qui laisse les structures militaires et administratives intactes tout en les plaçant sous une supervision implicite des États-Unis. Le résultat n'est pas la stabilisation promise, mais une paralysie opérationnelle du secteur énergétique. La production ne redémarre pas. Les partenariats sont gelés. Le retour au niveau d'avant-crise est désormais estimé entre 5 et 7 ans. Maintenant, regardez ce qui manque. Il n'y a aucune tentative sérieuse de reconstruction institutionnelle, aucune stratégie multilatérale, aucun cadre juridique stable. Tout repose sur le levier. Et quand le levier devient la norme, chaque acteur comprend une chose essentielle. Les règles ne protègent plus. Elles sont optionnelles. Et c'est précisément là que la dynamique commence à s'emballer. À partir de là, la dynamique s'accélère. Ce qui aurait été considéré comme exceptionnel il y a 10 ans devient progressivement normalisé. L'usage de la force, la coercition économique, la pression territoriale ne sont plus des ultimes recours. Ils deviennent des options ordinaires de négociation. Le texte est explicite. Les menaces concernant le Groenland, tout comme l'intervention au Venezuela, signalent un retour assumé à une logique de sphère d'influence, plus proche du début du 20e siècle que de l'ère post-guerre froide. Ce glissement produit un effet en cascade. Quand la puissance dominante agit ainsi, elle modifie les seuils de tolérance du système entier. D'autres acteurs observent, apprennent et ajustent leur propre comportement. La conquête territoriale, le changement de régime, l'intimidation économique cessent d'être des tabous. Ils deviennent des précédents. Mais voici le point clé.
Cette normalisation ne crée pas un nouvel ordre stable. Elle crée une zone grise permanente. Les alliances deviennent conditionnelles. Les engagements deviennent réversibles. Les crises n'attendent plus des années pour s'accumuler, elles s'enchaînent. Le système ne tient plus par des traités, mais par un équilibre fragile entre leviers concurrents. Et quand l'équilibre repose uniquement sur la pression, il suffit d'un choc mal calculé pour que tout bascule. Voici maintenant la preuve la plus dérangeante, celle qui change définitivement la lecture. Alors que les discours officiels évoquent la sécurité énergétique et la stabilisation des marchés, les actions produisent exactement l'inverse. Le texte est clair. Malgré un marché physique qui devrait être excédentaire, avec une projection de surplus dépassant 3,7 millions de barils par jour en 2026, les prix restent élevés. Ce décalage n'est pas économique, il est politique. Les institutions elles-mêmes ne parlent plus d'une seule voix. Les prévisions de l'IEA, de l'EIA et de l'OPEP divergent jusqu'à 1,5 million de barils par jour. Ce n'est pas un désaccord technique anodin. C'est le symptôme d'un système fragmenté où chaque acteur projette sa propre réalité stratégique. L'OPEP parie sur une demande robuste du monde non OCDE et gère l'offre en conséquence. Les agences occidentales anticipent un plafonnement de la demande. Le marché, lui, ne tranche pas. Il surpaie le risque. Et regardez la contradiction. Les stocks augmentent, mais les prix intègrent des scénarios de rupture brutale. Les flux énergétiques ne suivent plus l'efficacité économique, mais l'alignement politique. Le prix n'intègre plus le coût marginal de production, mais le coût marginal de l'insécurité. C'est à ce moment précis que l'énergie cesse d'être une marchandise ordinaire. Elle devient un instrument de pouvoir. Et une fois que ce seuil est franchi, il n'y a pas de retour simple en arrière. À ce stade, la pression ne vient plus d'un seul front. Elle s'accumule, rapidement, sans coordination apparente. D'abord, l'intervention américaine au Venezuela n'allège pas le marché énergétique, elle le tend. La production est freinée par des blocages juridiques, des sanctions implicites, une incertitude totale sur la gouvernance. Ensuite, les tensions au Moyen-Orient montent d'un cran. Les frictions entre Washington et Téhéran transforment chaque incident maritime en signal d'alarme pour les marchés. Enfin, les grandes routes commerciales se fragilisent, allongeant les délais, absorbant les capacités, renchérissant chaque flux. Tout cela se produit en même temps. Pas progressivement, pas de manière ordonnée. Le système encaisse, mais il perd en contrôle. Les acteurs n'anticipent plus, ils réagissent. Les décisions sont prises dans l'urgence, sous pression politique, souvent sans filet institutionnel. Ce n'est plus une crise isolée, c'est une superposition de vulnérabilités. Et c'est là que la question devient inévitable. Que se passe-t-il quand ces tensions cessent d'être temporaires, quand l'exception devient la norme? Quand chaque choc pris isolément gérable commence à interagir avec les autres, parce que si cette dynamique continue, ce n'est pas un point de rupture que l'on approche, c'est une série de mini-effondrements successifs. À ce moment-là, l'impact cesse d'être abstrait. Il devient personnel. Ce système ne s'exprime pas seulement dans les communiqués ou les marchés financiers. Il se traduit dans votre quotidien. Des routes maritimes plus longues signifient des coûts plus élevés. Des prix de l'énergie instables signifient des factures imprévisibles. Une incertitude stratégique permanente signifie des décisions économiques retardées, des investissements gelés, des emplois fragilisés. Vous le ressentez sans forcément voir la chaîne complète. Un produit met plus de temps à arriver, une entreprise réduit ses marges, puis ses effectifs. Un gouvernement parle de résilience pendant que le pouvoir d'achat s'érode. Ce ne sont pas des chocs spectaculaires. Ce sont des frictions constantes et ce sont elles qui usent le plus. Mais voici ce qui rend la situation encore plus troublante. Ce modèle transfère le risque du sommet vers la base. Les États utilisent le levier, les marchés répercutent et ce sont les individus qui absorbent l'instabilité. Vous n'avez pas voté pour ce système. Vous n'avez pas négocié ces rapports de force. Pourtant, vous en payez le prix. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce malaise n'est pas isolé, il est structurel.
et il ne fait que commencer à se rendre visible. À ce stade, il faut dépasser la réaction émotionnelle. Ce qui se joue en 2026 n'est pas une série d'erreurs, ni une simple montée des tensions. C'est un mécanisme, un système d'incitation où le levier immédiat est récompensé et la retenue pénalisée. Quand la puissance devient transactionnelle, chaque acteur apprend rapidement que la visibilité compte plus que la stabilité et que la pression produit des résultats plus rapides que la coopération. Les institutions, autrefois conçues pour amortir les chocs, deviennent lentes, contournables, parfois ignorées. Le spectacle politique prend le dessus sur la gestion à long terme. Montrer sa force devient un signal intérieur autant qu'extérieur. Et dans ce système, l'incertitude n'est plus un défaut. Elle devient un outil. Elle maintient les partenaires dépendants, les marchés nerveux, les adversaires hésitants. Voici l'insight inconfortable. Le chaos apparent n'est pas toujours un échec de gouvernance. Il peut être une stratégie. Un environnement instable empêche la formation de coalitions solides et force chacun à négocier en permanence depuis une position de faiblesse relative. C'est ainsi que le pouvoir se maintient sans règles fixes. Mais c'est aussi ainsi que le système se fragilise de l'intérieur, car plus personne n'a intérêt à le stabiliser durablement. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. La première est celle de la continuité sous tension. Le système tient, mais au prix d'une volatilité permanente. Les crises ne dégénèrent pas totalement, mais elles se succèdent. Les marchés s'habituent au choc. Les États ajustent leurs lignes rouges. Le monde entre dans un régime de gestion de l'instabilité où l'objectif n'est plus d'éviter les crises, mais de survivre à la suivante. La seconde trajectoire est plus dangereuse. Un choc mal synchronisé, une erreur de calcul dans un détroit stratégique, une escalade locale qui se connecte à une autre. Dans un système déjà saturé de leviers, il suffit de peu pour dépasser le seuil de contrôle. Et ce qui rend ce scénario crédible, ce n'est pas l'intention, c'est la fatigue du système. Trop de fronts, trop de signaux contradictoires, trop peu de mécanismes de désescalade fiables. Voici ce qui est troublant. Les décisions qui mèneront à l'un ou l'autre de ces chemins sont probablement déjà en train d'être prises, pas lors de grands sommets, mais dans des arbitrages discrets, sous pression, à court terme. Et quand la direction devient claire, il est souvent trop tard pour la corriger. Il y a une idée qui relie tout ce que vous venez d'entendre. Le monde de 2026 ne souffre pas d'un excès de chaos, mais d'un déficit de frein. Quand les règles cessent de contraindre, le pouvoir devient mobile, opportuniste, instable. Chaque acteur gagne à court terme et le système perd à long terme. Voici la vraie relecture de cette histoire. Ce n'est pas un retour à un ancien ordre, c'est une phase de transition sans destination claire, où la stabilité n'est plus garantie par des institutions, mais achetée au coup par la pression et la peur. Et c'est ce qui rend ce moment si dangereux. Parce qu'un système qui fonctionne uniquement sous tension finit toujours par céder là où on ne regarde pas. Si vous voulez comprendre ce qui vient après, pas les slogans mais les mécaniques profondes, abonnez-vous. La suite de cette histoire est déjà en train de s'écrire.